J'ai grandi dans les années 2000, et vivant dans un trou paumé de seulement 500 habitants, contrairement à beaucoup de jeunes de mon âge, j'ai l'impression d'avoir grandi dans les années 80-90. Après, le fait d'être le dernier de 4 frères, tous bien plus vieux que moi, ne m'a pas aidé. Ma mère par exemple me mettait les VHS du Club Dorothée, qu'elle avait enregistré pour mon frère aîné, donc Dorothée a bercé mon enfance, alors que son émission n'existe plus depuis 95. Et à l'époque, le Club Do diffusait principalement des animés japonais, mais c'était aussi le cas sur les autres chaînes et émissions jeunesse, que ce soit sur Antenne 2 ou La 5 par exemple. Mais on avait aussi droit à quelques dessins animés américains, comme avec sa Cartoon qui diffusait principalement les Looney Tunes ou encore Disney Parade. Tout ça pour dire que nous n'avons eu que très peu de dessins animés français pendant les années 80-90, et ce, même pendant les années 2000, alors qu'il y avait eu tout ce débat médiatique comme quoi il y avait trop d'animés étrangers et qu'ils étaient bien trop violents pour les enfants. Cela se conclura sur la fermeture du Club Dorothée et la disparition des animés japonais à l'antenne avec la loi des quotas sur les œuvres étrangères en France. Mais étrangement, par la suite, nous n'aurons droit majoritairement qu'à des cartoons américains avec Nickelodeon, Cartoon Network et aussi Disney Channel. Mais bon, ça c'était pour les plus riches qui pouvaient avoir le câble, donc pas moi. Mais vous allez me dire, ça reste étranger tout ça. Oui, mais cette loi bien entendu ne visait pas les US. Bien sûr qu'il y avait des contrats entre eux et l'Europe. Et oui, si vous pensiez vraiment qu'ils voulaient interdire les animés pour protéger les enfants, évidemment que non, c'est parce que ça permettait de faire gagner un pognon monstre et à la France et aux États-Unis. Surtout que vu les trucs chelous que Nickelodeon ou Disney Channel faisaient bouffer aux gosses avec en plus tous ces bails de pédophétichistes des réals, nique ta mère Dan Schneider, si la sécurité des enfants les intéressait un tant soit peu, on n'aurait pas eu ça sur nos écrans non plus. Mais bon, en étant honnête, dans ce lot de vieux dessins animés pas foufou, certains se sont démarqués et ont réussi à bercer notre enfance. Certes, mais ça n'a pas empêché TF1 de voir ses chiffres d'audience chuter vers les abysses pendant cette période. Mais heureusement, la chaîne sera sauvée par... Un jour je serai le meilleur dresseur. L'arrivée de Pokémon. Ironique, n'est-ce pas, quand on nous disait que les œuvres étrangères c'est fini, et au final on nous a juste gavé de burgers graricains, et notre santé a été sauvée avec le régime équilibré d'un bon repas nippon. Mais bon, oui, il y a eu quelques dessins animés français en France, comme Tortue Ninja par exemple. Bon, plutôt franco-américaine. Bon, l'animation était généralement faite en Corée du Nord, mais les ayants droit étaient à 50% français, donc ça passe au niveau de la loi, non ? Bon, fini les blagues, je ne veux pas être mauvaise langue, car oui, il y a eu quelques dessins animés 100% français auxquels on pourrait y mettre le logo Cocorico, poulet 100% français, et celui-là on pleure dessus, parce qu'on parle quand même de bangers comme Code Lyoko, Chasseurs de dragons, Les Zinzins de l'espace ou encore les premières saisons de Totally Spies. Oui, après ils ont fait appel au Canada pour les aider, le succès de la série les poussant à devoir accélérer la production. Mais bon, on va être honnête 2 secondes, même si ces dessins animés sont des classiques pour beaucoup de notre génération, ça n'arrive pas à la cheville d'un Dragon Ball ou d'un Pokémon en termes de pop culture. Et toute cette histoire-là, je vous la raconte car c'est en grande partie à cause d'elle que j'ai très peu, voire même arrêté totalement de regarder la télé quand je suis rentré au collège. Car lorsque j'ai eu mon premier ordinateur, je pouvais regarder ce que je voulais quand je le voulais. C'était le futur. Mais un matin, avant d'aller au lycée, après 5 ans sans avoir regardé la télévision, je m'étonne par un élan de nostalgie à l'allumer et à mettre la 3 comme si j'allais retomber sur Touham et un épisode de Titeuf. Et honnêtement, j'ai bien fait. Car malgré tous les reproches que je peux faire à la télé, c'est grâce à elle que j'ai découvert 3 de mes dessins animés préférés. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'un d'entre eux qui est 100% français et qui est un chef-d'œuvre. Et je parle évidemment des Grandes Vacances. Notre histoire commence pendant l'été 1939, au cours duquel 2 enfants parisiens, Colette 6 ans et Ernest 11 ans, se rendent en Normandie chez leurs grands-parents, Papilou et Mamilly, accompagnés de leurs parents Robert et Lucie. Ils y vont pour passer les vacances d'été, comme chaque année, mais à la fin de celle-ci, le 3 septembre, la guerre entre la France et l'Allemagne est déclarée. Leur père est donc contraint de rejoindre l'armée pour défendre le pays, et leur mère étant malade de la tuberculose doit se rendre en Suisse pour voir un médecin qui pourrait la soigner. Les enfants se retrouvent donc à rester plus longtemps que prévu chez leurs grands-parents, ils y resteront finalement pendant toute la durée de la guerre, donc 6 ans, d'où le titre de la série. Ils y vivront l'invasion et l'occupation allemande, ainsi que la résistance et la libération. Durant ces 6 années, ils vont faire face à tous les malheurs qu'une guerre et une occupation peuvent causer. La perte de proches, la réquisition, le pillage, les collabos, l'antisémitisme, la violence, les blessures, les séparations, la famine, voire la déportation et la mort.
Mais ils y connaîtront aussi l'amitié, la fraternité, la résistance, le courage, le patriotisme et la liberté. Donc, comme vous l'aurez compris, Les Grandes Vacances est une histoire de guerre, une fiction historique et réaliste se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale dans le village imaginaire de Grangeville. Et ici, contrairement à la majorité des œuvres sur la guerre, elle ne nous est pas montrée par des soldats, des héros ou des généraux, ni même par des résistants ou des victimes de camps comme Hollywood le fait si bien. Non, elle nous est montrée par les personnes les plus impuissantes possibles lors d'un conflit, c'est-à-dire les enfants et les grands-parents. Ce qui est une excellente idée, car parler de la guerre, c'est compliqué, surtout quand le public visé est très jeune. Montrer et expliquer les horreurs de l'espèce humaine sans pour autant les choquer s'avère être une tâche ardue. Mais les scénaristes et le studio des armateurs a su faire ça avec brio. Bien entendu, l'une des horreurs à laquelle on pense en premier quand on parle de la guerre, c'est la mort. Et ici, elle est expliquée d'une manière que je trouve exceptionnelle, car les créateurs utilisent la technique du hors-champ. Pas celle du manque de moyens, je vous vois venir, mais celle qui permet au spectateur d'imaginer la chose. Ce qui est même parfois pire d'ailleurs, je trouve. La mort n'est jamais directement montrée. Enfin, on ne voit pas de personnages mourir, mais il arrive qu'on voit des soldats morts sur des images historiques. Et le seul moment où un mort est visible entièrement et que les personnages principaux le voient, c'est dans l'épisode 3, lorsque les enfants trouvent un soldat allongé dans un bosquet et Colette, la plus jeune d'entre eux, pense que celui-ci dort. Et son grand frère, qui lui comprend la triste réalité, laisse sa sœur dans son innocence. Et petite parenthèse, cette mise en scène là me rappelle un peu le poème de Rimbaud, vous savez, le Dormeur du Val. Je sais pas si c'est volontaire de la part des créateurs de la série, mais en tout cas je trouve ça très poétique. Ici, la mort, soit seuls les adultes la voient et protègent les enfants en la leur cachant, soit les enfants ne la comprennent pas et les plus grands protègent l'innocence des plus jeunes. Le fait de ne pas montrer la mort est selon moi une excellente idée, car ça représente parfaitement l'horreur de celle-ci. Surtout lors d'une guerre, car on ne la voit pas venir et elle peut frapper n'importe qui à n'importe quel moment, comme avec ce simple bruit d'explosion sur la plage et cette fumée montant au ciel. C'était quoi ça? On dirait que ça venait de la plage. Mais la mort n'est malheureusement pas l'unique chose horrible que les enfants rencontreront. Il y a aussi les injustices, à commencer par le racisme envers les Alsaciens pour leur accent, ou encore entre les ruraux et les citadins, comme avec Fernand qui sera traité de boche et Colette et Ernest qui seront insultés par les mortaux pour leurs origines parisiennes. Ils seront aussi confrontés à l'antisémitisme avec Fernand encore une fois, ainsi que Rosalie qui devront porter tous les deux une étoile jaune et ne pourront se rendre dans certains établissements selon l'heure, comme chez l'épicier-tissier qui refusera de les servir tous les deux. Oula non! Ici on ne sert pas les juifs n'importe quand. T'as pas vu l'écriteau à la porte? Ils viennent de 15h à 16h et c'est tout. Les mortaux arriveront tout de même à se faire pardonner pour leurs insultes et à devenir amis avec nos héros. Ils rejoindront ainsi l'équipe des Robinson qui comprend donc Colette, Ernest, Fernand, Jean et Muguette. Ce qui n'est pas forcément le cas de Tissier qui lui, en plus d'être un raciste et un lâche, profitera aussi de la famine causée par la guerre pour se faire un max de pognon en arnaquant les habitants du village, en leur échangeant 3 carottes et un peu de café contre, je ne sais pas moi, une montre en or par exemple. Le tout en s'associant avec Hans, cet enfoiré de nazi qui se servira de la réquisition C'est réquisition. pour alimenter l'épicerie de Tissier. Comme si la discrimination ne suffisait pas pour qu'on le déteste ce mec. Mais bon, au moins on peut lui reconnaître qu'il n'a pas collaboré ni balancé les résistants contrairement à ce fumier de Durand, qui pour nos héros n'est perçu que comme un emmerdeur qui ne fait que fouiner, car ce sont des enfants qui ne comprennent pas forcément les enjeux, mais les adultes dans la série ainsi que nous les spectateurs comprenons bien la gravité de ses agissements. Mais bon, rassurez-vous, il en subira les conséquences. Cette série a réussi à retranscrire à merveille ce qu'a pu être la guerre et l'occupation, tout en gardant cela accessible pour un jeune public. De plus, elle a réussi à être assez neutre dans son propos et ne s'est pas transformée en une propagande, contrairement à la récente série Petite Casbah, qui traite de la guerre d'Algérie, qui elle a subi énormément de polémiques à ce sujet. Les Grandes Vacances montrent le meilleur comme le pire, et ce dans chaque camp. Les Français résistants et les collabos, les courageux et les lâches, les réussites tout comme les échecs, comme l'opération Jubilé qui est une tentative de débarquement ratée par les Alliés, souvent balayée sous le tapis, ou encore les bombardements américains qui n'en avaient rien à foutre des civils français. Bon, faut quand même pas tout nous péter les Amerlocs là. Bah alors, t'es pas encore caché dans la cave toi? Non mais dis, ça va aller oui. Et elle y montre les nazis, mais aussi les soldats de la Wehrmacht. Cette série montre même quelque chose de rarement mis en avant dans les livres d'histoire, car tabou, voire même nié et détesté, je parle des couples qui ont pu se former entre Allemands et Français durant l'occupation. Le personnage d'Otto est l'un des meilleurs de cette série, de par sa personnalité attachante, mais aussi car il incarne à lui seul ce qu'était la résistance interne allemande, qui a souvent été évincée des livres d'histoire.
Et ça, c'est la plus grosse prise de risque de la série. Car oui, si je vous l'apprends, pas tous les Allemands étaient d'horribles nazis. La plupart n'étaient que de simples hommes obligés de combattre pour leur pays, et certains ont même aidé la résistance française, en étant des agents doubles ou en protégeant les Français des nazis les plus dangereux. Comme ici Otto, qui aidera nos héros à plusieurs reprises. Et c'est pour ça que cette série a été autant appréciée et est même diffusée en classe par des professeurs d'histoire depuis sa sortie, car elle a su être une excellente représentation historique sans être biaisée par quelconque point de vue. La vie des civils est montrée telle qu'elle était réellement, sans être fantasmée. On les voit recevoir les masques à gaz par la mairie, préparer des sacs de sable pour se protéger des tirs et des bombardements. On peut voir les adultes se priver de nourriture pour que les enfants puissent manger à leur faim, ou encore abandonner leur maison pour fuir vers le sud avant que les Allemands n'arrivent. Rien n'est laissé pour compte et tout est fidèle à l'histoire. Et si cette série est si réaliste, c'est parce qu'elle a été inspirée par des témoignages de personnes ayant vraiment vécu leur enfance pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, 10 de ces témoignages, venant de Micheline Lanotte, Dominique Cabanis et Daniel Amiot, les vrais enfants des grandes vacances, apparaissent à la fin de chaque épisode et ont été chacun d'eux animés par des étudiants en animation de l'école de la Poudrière. Ces témoignages sont super importants, d'une part pour notre devoir de mémoire et d'une autre part car malheureusement il ne reste que très peu de personnes ayant vécu cette période en vie de nos jours. Donc les jeunes générations, contrairement à nous, n'ont et n'auront pas la chance de demander directement à leurs grands-parents leur témoignage de cette triste période. Alors les créateurs de cette série se sont chargés de les recueillir et de nous les livrer de la meilleure manière possible. Cette série est une capsule temporelle qui nous montre ce qu'était la France durant l'occupation, mais aussi ce qu'elle était avant l'arrivée d'internet, de l'euro et de la mondialisation, etc. Le souci du détail qu'ont eu les créateurs est si important qu'on est plongé dans cette époque rien qu'en regardant la série. Je sais pas où vous vivez, mais comme je l'ai dit plus tôt, moi je vis dans un petit village, même plus petit que Grangeville. Donc la France profonde, et je peux vous dire que ce qu'on voit dans la série, bah c'est exactement ça. Tout est pareil que dans la vraie vie, avec tous les habitants qui se connaissent, le facteur qui vient boire un coup quand il passe poser le courrier et qui demande à la petite de lui faire la bise pour lui dire bonjour, l'entraide entre les voisins pour le jardinage ou échanger des œufs et du lait, ou encore le curé de l'église qui dit aux enfants d'arrêter leurs bêtises car sinon il va appeler leurs parents. Mais aussi le grand-père qui attend que les enfants sortent de l'école en buvant un café ou un verre de vin au bar en face de l'église. Mais également l'accent du patelin qui est bien fort et prononcé, ou les enfants qui jouent dans la nature, à construire des cabanes ou à jouer au foot. La série réussit parfaitement à nous montrer la France des campagnes et celle d'époque, sans pour autant être un cliché de celle-ci. Avec le langage des personnages par exemple, que ce soit l'accent ou les expressions qu'ils emploient, leur tournure de phrases, tout sonne bien franchouillard, bien normand des années 40. On se croirait même dans des archives INA. Bah qu'est-ce qui lui arrive, Optio? Il arrête pas de faire des chicanes, Ernest. Je recommence pas ça, compris? Mais j'ai rien fait, Pierre. Et il n'y a pas que leur langage qui fait très franchouillard, il y a aussi leur comportement et leurs valeurs, comme celle de la famille et du combat, avec Pierre par exemple, l'aîné des mortaux, qui aide sa mère à la ferme et à éduquer ses petits frères, et qui finira bien sûr dans la résistance. Le moindre détail nous aide à nous plonger dans cette France qui n'est plus. Si on s'attarde sur les tenues des personnages par exemple, on y voit des costards cravates, des chemises avec un gilet, des culottes courtes, des robes, des chaussures à talonnettes, des chaussettes hautes, etc. Ou encore les décors. On y voit un petit village de Normandie avec des champs, des bosquets, des maisons en pierre et en bois, avec un lit dans la pièce de vie pour les parents et l'étage pour les enfants, ainsi qu'un petit café-bar avec une vieille radio, des journaux papier ou encore une salle de classe avec un tableau à craie, des tables à pupitre inclinées et le poêle à bois bien au centre de la classe. Et il y a aussi les Citroën traction avant et les bicyclettes, etc. dans les rues. Et bah avec tout ça, on se rend compte que tout transpire la France, et précisément celle des années 40 et d'une manière incroyablement réaliste. Et vous savez quoi d'autre est 100% français? Cette série. Certes, je l'ai déjà dit dans l'intro, mais là je ne vous parle pas que de droits de propriété ou d'animation, je vous parle d'une fierté nationale. L'intégralité de cette série est française. L'histoire qu'elle nous raconte est celle de la France, et le studio qui l'a réalisée est l'un des meilleurs studios d'animation de France. Celui des Armateurs, qui est le studio qui a créé des classiques comme Kirikou, Prince et Princesse, Ernest et Célestine et... Choupi. Au pays de Choupi, on rigole bien. Quant à la bande originale, elle a été faite par le groupe français Sid Matters, qui ont notamment fait des musiques pour l'un de mes jeux favoris, Life is Strange, et grâce à eux, je suis tombé un peu dans l'indie rock, je dois vous l'avouer. C'est pour dire à quel point cette série réunit la crème de l'art français. Et en parlant de crème, parlons d'une autre fierté de la France, ce dont quoi nous excellons et sommes les plus forts. Je parle évidemment du doublage. Le doublage est l'un des arts les plus sous-estimés qui existent dans le 7e art, et grâce à lui nous avons pu grandir avec le cinéma étranger sans même nous en rendre compte. Des séries ont même mieux marché chez nous que dans leur pays d'origine grâce au travail majestueux d'énormément de comédiens qui ont donné leur âme et leur voix à nos personnages d'enfance. Et pourtant, beaucoup d'entre eux restent dans l'ombre et n'ont pas la reconnaissance qui devrait leur être due, alors que certains sont connus en tant qu'acteurs, mais presque personne ne sait qu'ils ont prêté leur voix aux acteurs étrangers que nous apprécions. Comme Marion Gamme, paix à son âme, que tout le monde connaît aujourd'hui pour son rôle du
Huguette dans Scène de ménage, mais peu d'entre vous sûrement ne savent quelle est la voix de Loïs dans la série Malcolm. Vous lui aviez mis une note sans lire son droit. Vous aviez décidé de le virer. Je vais me faire une joie de vous faire mettre à la porte de l'enseignement, pauvre minable qui abusait de votre fonction. Eh bien, elle est ici, celle de Mamie Lee, dans Les Grandes Vacances. Ben oui, c'est certain. Vous allez être très bien avec nous. Ça va vous faire comme des grandes vacances. Mais aujourd'hui, certains noms de comédiens sont connus principalement pour leur travail dans le doublage, comme Dorothée Pousseau, qui est ici la voix du jeune Gaston, Vas-y, qu'est-ce que tu fous là? mais que vous connaissez sûrement pour être la voix de l'actrice Margot Robbie, ou pour les geeks comme moi, celle d'Adama et dans Wakfu. Il y a aussi Benoît Dupac qui donne sa voix ici à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, t'as une lettre de ma maman? Ah, bah tu perds pas le nord, toi, hein? Et ma bise alors, Que vous avez déjà entendu dans The Walking Dead, car il est la VF de Glenn, ou encore d'Onizuka dans GTO et de Mark dans Invincible. Bon, je ne vais pas faire toute la liste de tout le casting de la série, mais je vous l'affiche juste là, pour que vous ayez les noms de tous les comédiens qui ont fait en sorte que cette série soit si appréciable à écouter, car ils ont fait un taf extraordinaire et qu'ils ont réussi à me faire vivre énormément d'émotions. Par ailleurs, j'aimerais vous parler du mouvement Touche pas à ma VF, qui a été lancé par Brigitte Lecordier, parce que le métier du doublage est en ce moment même mis en danger par l'arrivée de l'IA, et que c'est une cause qui me tient énormément à cœur. C'est grâce à eux par ailleurs, et bien sûr les scénaristes, que les personnages de cette série sont aussi attachants. Leurs caractères sont émouvants et réalistes et il est facile de s'identifier à eux. On arrive à ressentir leurs émotions et surtout on ne les trouve pas agaçants, car oui, c'est rare en tant qu'adulte que des personnages enfantins ne nous hérissent pas les poils par leur stupidité et fragilité excessive. Ben non, là on les aime et toutes leurs émotions nous paraissent humaines et honnêtes, que ce soit la peur, le courage, la soif de vengeance, la colère, l'amour, etc. En plus on les voit grandir et ce en très peu d'épisodes, car oui, il se passe 6 ans en seulement 10 épisodes et pourtant leur évolution ne paraît pas rushée, elle est même très bien écrite. D'ailleurs, ça me permet de vous montrer un petit exemple d'à quel point cette série a le souci du détail. Épisode 1, Colette se fait offrir des crayons chez Tissier et au fil des épisodes on la voit dessiner, que ce soit en fond de plan ou pendant des conversations. Et à la fin de la série, son talent de dessinatrice est utilisé par la résistance pour les cartes et les tracts. Et on y voit même l'évolution de son talent. Et leurs enjeux aussi évoluent en fonction de leur âge. Au premier épisode, ce qui les importe, c'est un bâton, un cochon ou une cabane. Et après, ce sera plutôt la résistance, les tracts et les injustices comme le pillage ou l'étoile jaune de Rosalie. En fait, cette série réunit tout ce qui fait selon moi une bonne série. C'est-à-dire que tout d'abord, le scénario est bien écrit, il y a une logique et un sens, et il sait d'où il part et surtout où il va. Rien ne sort de nulle part, et même s'il est complexe, et c'est toujours un plus, il n'est pas compliqué à comprendre pour rien. Et surtout, aucune idéologie ou politique ne vient entacher ça. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu un critère bien trop important. Les personnages sont très bien construits et attachants, à aucun moment ils ne font des choix stupides et illogiques et qui nous fait nous facepalm, et ils ne sont pas intuables et surtout, ils ont leur personnalité propre, ce qui rythme leur développement. La réalisation, quant à elle, est travaillée pour que tous ces points-là nous soient magnifiquement servis sur nos écrans. Et par réalisation, j'entends l'image, le montage, la musique, la mise en scène, ou même le simple choix de prendre Colette elle-même, mais plus âgée, comme narratrice. Ça donne ce côté plutôt intime de notre grand-mère qui nous raconterait son enfance. Quant à la réalisation elle-même, les plans sont magnifiques et cinématographiques. Par exemple celui-là, avec les ombres d'officiers allemands à travers la vitre. Ou encore les scènes de bataille, ça fait très film de guerre hollywoodien. Puis le style BD française en 3D est un choix parfait aussi, et le petit plus qui fait qu'une excellente série devient un chef-d'œuvre comme ici, ce sont les détails invisibles mais qui inconsciemment changent tout et nous font ressentir des émotions fortes. En fait, pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous faire une requête, et j'espère que vous allez la réaliser car en plus elle est très simple. J'aimerais seulement que vous montriez cette série à vos enfants, vos neveux, vos petits cousins, n'importe quel enfant que vous côtoyez en fait, et bien sûr que vous la regardiez vous-même. Car cette série n'a que du bon à vous apporter, elle vous donnera l'amour de l'histoire, de votre pays, poussera les plus jeunes à vouloir se renseigner sur le passé, surtout que d'ici peu il ne restera plus personne en vie ayant vécu cette période pour leur raconter, elle vous fera découvrir les fleurons de l'art français et surtout elle mérite d'être regardée le plus possible. On a rarement des séries de cet acabit et surtout françaises, alors il faut soutenir les studios qui peuvent nous offrir ce genre de chef-d'œuvre. En plus, elle est visionnable gratuitement sur France TV, je vous mets le lien dans la description. Bon, j'espère que vous avez été nombreux à regarder cette vidéo jusqu'au bout et je vous en remercie. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et un commentaire, c'est toujours bon pour le référencement, et surtout à partager la vidéo à vos proches. Je vous souhaite une bonne continuation, prenez soin de vous, à bientôt et au revoir.